je vous propose de continuer alors la partie renforcement musculaire en parlant de la force endurance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qui est le moins avancé dans le domaine de la recherche, mais n'empêche que ces dernières années, il y a quand même eu quelques modifications, quelques propositions nouvelles, et c'est ce que je voudrais en tout cas vous entretenir dans cette demi-heure. Alors, quand on parle de force endurance, en fait, la définition, c'est la capacité à maintenir un niveau d'effort dans la durée. Alors, soit on a une charge à déplacer, ça peut être son poids du corps. Dans certains sports, comme le cyclisme, maintenant, c'est la puissance. Donc, il mesure la puissance au niveau du pédalier. Et donc, il faut maintenir cette puissance pendant un certain temps, notamment dans des courses de poursuite. Ou alors, ça peut être la cadence, comme en aviron, par exemple. Il travaille sur la cadence. Et donc, si vous voulez, la force endurance fait appel à la notion de fatigue musculaire locale. Donc, je voudrais faire la distinction avec le fait que dans des cours, d'autres cours, on vous a parlé, par exemple, d'endurance, qui fait appel à l'ensemble, je dirais, du corps, hein, et qui met en jeu le système cardio-respiratoire. Dans mon propos ici, je m'adresse surtout à de l'endurance de force, donc c'est une endurance localisée de certains groupes musculaires. Et il n'est pas rare, pour ceux qui ont déjà fait des sports justement où la fatigue est un facteur important, que l'on se rende compte que dans la série des muscles qui sont mis en jeu, il y en a un qui en quelque sorte est limitant. On se rend compte qu'il y a un groupe musculaire, on ne sait plus lever les genoux à un moment donné quand on doit courir. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir améliorer aussi cette capacité de résister mieux à la fatigue pour certains groupes musculaires isolés. Alors, comme pour d'ailleurs la force maximale ou force explosive, la force endurance va être très spécifique par rapport au type d'activité. Forcément, si vous prenez un sportif qui fait un 100 mètres, par exemple, ou une coureuse de fond, dans les deux cas, il va y avoir un niveau de fatigue, mais la fatigue n'est pas la même. Hein, vous le savez bien qu'au niveau du sprinter, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est plutôt la filière anaérobie alactique qui va être un des facteurs limitants, tandis que pour le fond, ça va être davantage le système aérobie. Donc, les critères, si vous voulez, de limitation de l'effort vont être différents. D'autre part, aussi, les modalités d'action vont moduler cette fatigue. Prenez quelqu'un qui fait du ski, par exemple, et qui, dans des phases de recherche de vitesse, va avoir une contraction maintenue par rapport à des sportifs où il y a clairement une action suivie d'une période de récupération, une nouvelle action, etc. Dans le premier cas, ici, le fait de maintenir une contraction isométrique pendant quelques dizaines de secondes, par exemple, va bloquer l'apport énergétique, va bloquer la circulation, donc l'apport énergétique au niveau du muscle va empêcher les déchets du métabolisme d'être éliminés par la circulation sanguine. Et donc forcément, ici, on travaille davantage en vase clos, qui va amener une fatigue plus rapide que, au contraire, quand on a des actions intermittentes, où la durée de récupération, même si elle est minime entre deux actions successives, va permettre malgré tout d'avoir une circulation sanguine qui peut se réinstaller et donc d'éviter certains aspects que je viens de voir. Donc, ça veut dire que forcément, quand on parle de force endurance, il faudra tenir compte de ces différentes contraintes des disciplines sportives, bien évidemment. Alors, quels sont les principaux facteurs, si je les résume, qui vont influencer cette fatigue musculaire locale? Il y a l'intensité de l'effort, telle que la charge, la vitesse. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que les types d'unités motrices étaient recrutés, je dirais toujours dans le même ordre, mais plus rapidement quand on fait des contractions rapides que quand on fait des contractions lentes. Donc forcément, en fonction de l'intensité, en fonction de la vitesse de contraction, on va mettre en jeu des unités motrices qui vont, les premières, les plus lentes, vont être résistantes à la fatigue, tandis que les unités motrices plus rapides vont être bien moins résistantes à cette fatigue. Donc forcément, l'intensité, la vitesse de contraction vont être des éléments clés. L'intervalle entre les répétitions, je prenais l'exemple que
le sportif qui fait de l'aviron a une action motrice, puis une période de récupération, une action motrice, puis une récupération. Donc l'intervalle forcément va influencer. Au plus l'intervalle va être court, au moins la circulation sanguine va pouvoir se rétablir et donc plus rapidement la fatigue va apparaître. Donc forcément, ça sera un autre élément, le choix de la période de récupération entre deux mouvements, par exemple, dans votre salle de musculation. Le type de contraction aussi. Si on a surtout des contractions statiques, je vous ai dit qu'elles interrompaient la circulation sanguine de manière continue. Des contractions concentriques ou excentriques ne vont pas mener à la même fatigue. Il faut savoir que des contractions purement excentriques sont moins fatigantes, même si la force est supérieure que des contractions concentriques. La contraction concentrique réclame plus d'oxygène, pour fournir de l'ATP. Et donc, vous allez avoir une fatigue qui sera plus marquée si vous avez uniquement des phases concentriques par rapport à des phases excentriques. La pliométrie, eh bien, là aussi, il y aura, je dirais, des petites particularités, et notamment dans cette capacité de pouvoir se concentrer pour faire un mouvement réactif, et donc de pouvoir bénéficier du stockage des éléments élastiques dans le muscle. Et donc forcément aussi, là, ça sera une fatigue nerveuse qui va apparaître et qui sera plus prononcée, par exemple, que la fatigue musculaire dans certaines conditions. Donc, en fonction du type de contraction, la fatigabilité va être différente. Et donc, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez devoir déterminer ces différents paramètres de manière à avoir un impact sur le système musculaire et, comme je vous le disais, plus spécifiquement sur des groupes musculaires qui paraissent comme plus fatigables et plus limitants dans l'activité. Alors, pour faire un travail d'endurance, on a l'habitude, dans, je dirais, la méthode classique, d'utiliser des niveaux de charge relativement faibles, puisque si je reprends la relation entre la charge et le nombre de répétitions, eh bien, si vous prenez tous les bouquins liés au sport et associés à la physiologie, on va vous dire qu'il faut utiliser des charges qui sont comprises entre 25, 30 à 50% de la charge maximale. Et on va répéter ça un grand nombre de fois, et dans la relation que je vous montrais déjà tout à l'heure, mais tout à l'heure on regardait surtout cette partie ici, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des séries qui vont à peu près de 30-40 répétitions jusqu'à une centaine de répétitions. Et dans certains sports, c'est ce qu'ils font. En aviron, par exemple, ils font des grands nombres de répétitions avec des charges qui sont moyennes ou relativement faibles, comme ceci. C'est ce qu'on appelle la méthode classique. Il y a quelques années maintenant, un certain Cometti, que certains d'entre vous connaissent peut-être par les lectures, eh bien, est arrivé avec l'idée que peut-être on pouvait faire de la force-endurance avec des charges un peu plus élevées. Et si vous voulez, c'est aujourd'hui une nouvelle conception de la force-endurance, c'est qu'on n'est plus limité à des charges relativement faibles, mais qu'on va pouvoir malgré tout utiliser des charges un peu plus élevées. Alors, ça part de quoi? Eh bien, ça part de l'idée que si on utilise des charges plus importantes, vous allez pouvoir augmenter votre potentiel de force, de puissance. Et si votre fatigabilité ne change pas, ben, comme vous avez une réserve quelque part en termes de force ou de puissance plus élevée, vous allez pouvoir améliorer votre performance. Et donc, si je mets ça sur le graphique, cette conception, et que l'on regarde comment évolue la force ou la puissance musculaire, en fonction évidemment des besoins de la discipline, en fonction du temps, on a une diminution progressive, qui n'est pas toujours linéaire, mais en tout cas on a une diminution progressive de la performance. L'idée de la méthode classique, c'est quoi? C'est de dire, en utilisant des charges relativement faibles, je ne vais pas augmenter ma puissance, je ne vais pas augmenter ma force maximale, donc je vais partir d'un même niveau de force, mais comme je vais rendre les muscles moins fatigables, eh bien, je vais pouvoir tenir mon niveau de performance à un degré plus élevé que si j'étais non entraîné avec ce genre de méthode. Et donc, en quelque sorte, la méthode classique essayait de réduire la fatigabilité. Donc ça, c'était l'objectif. Par contre, la méthode, notamment soutenue par Cometti, c'est de dire, ben, prenons des charges plus lourdes,
de manière à augmenter force ou puissance. Donc je suis à un niveau plus élevé, mais à partir du moment où la fatigabilité ensuite est la même, bien, je vais améliorer mes performances par rapport à avant mon programme d'entraînement. Alors, c'est une idée un peu théorique parce que nous avons vérifié sur le terrain qu'en réalité, la fatigabilité ici, elle ne reste pas la même quand on augmente son potentiel maximal, mais elle a tendance déjà à être plus importante, donc on se fatigue plus vite habituellement quand on augmente son potentiel en force maximale ou en puissance. Donc ça veut dire qu'on n'a pas deux droites parallèles comme lui tendait à le dire, mais en réalité, la fatigabilité augmente légèrement. Et puis comme vous le voyez malgré tout sur mon graphique, à un moment donné, les deux relations ici vont se croiser et il y a différents tests qui ont été effectués chez nous où on a constaté qu'à partir du moment où le nombre de répétitions était relativement faible, on a intérêt, en effet, à augmenter son potentiel maximal. Donc, dans des épreuves où généralement inférieures à la minute, par exemple, c'est vrai que l'amélioration du potentiel maximal est supérieure à ce que vous gagneriez en utilisant la méthode classique. Mais par contre, sur des efforts de plus longue durée, les deux courbes ou les deux droites se croisent et finalement c'est la méthode classique qui devient supérieure par rapport à l'autre méthode. Donc ce que je voulais vous montrer ici dans le choix que vous aurez à faire si vous voulez améliorer votre force endurance, eh bien c'est soit votre discipline réclame des efforts qui ne sont pas trop longs et donc c'est vrai que l'augmentation du potentiel de force et de puissance va contribuer à améliorer cette endurance de force. Mais par contre, si vous avez des épreuves qui vont durer 1 heure, par exemple, eh bien, cette méthode-là ne sera pas la plus appropriée. Alors maintenant, elles ne sont pas exclusives. Ici, c'est simplement pour le besoin de montrer les adaptations spécifiques de chacune d'elles, mais forcément, on peut combiner les deux. Et dans certains sports, c'est ce qu'on fait en aviron. Ils cherchent à augmenter, par exemple, leur force maximale, et ils cherchent aussi à augmenter leur force endurance et donc de réduire cette fatigabilité. Et donc, ils combinent les deux méthodes, mais à vous de voir ce qui est le plus important pour vous en fonction du sport pratiqué, si c'est davantage jouer sur cet aspect de potentiel maximum qui augmente ou de jouer davantage sur cette réduction de la fatigabilité. Donc, ça, c'est une première, je dirais, première prise de conscience, première décision à avoir, c'est de choisir au niveau de cet aspect-là. Alors maintenant, si on rentre dans les modalités de travail, eh bien, comme je viens de vous le montrer, on va pouvoir travailler sur une plage plus large que ce qu'on faisait il y a quelques années, c'est-à-dire des charges comprises entre 30 à 70, 80% de 1 RM, en fonction de ce que je viens de discuter. Le nombre de répétitions eh bien, va être fonction de la charge, bien évidemment, mais aussi de votre objectif. Pourquoi? Parce qu'on peut travailler la force endurance en se disant « je vais vraiment jusqu'à l'épuisement ». L'athlète, il ne sait plus faire un mouvement, donc on va vraiment l'épuiser totalement. Ou alors, je vais jouer sur un seuil de diminution de force, de vitesse ou de puissance en fonction de votre choix. Et on a des appareillages qui nous permettent de vérifier cela. Et on peut dire, tiens, je vais par exemple arrêter l'effort à partir du moment où mon athlète a perdu 20% de sa puissance musculaire. Alors ça c'est votre décision en fonction de l'objectif et de l'objectif à court terme. Si vous êtes dans une phase où vous vous dites, moi, je veux vraiment épuiser le muscle de manière à le fatiguer fortement et à ce qu'il réagisse par une adaptation importante. Je vais, bien entendu, travailler jusqu'à épuisement. Je ne cherche pas à avoir un geste qualitatif, si vous voulez, jusqu'au bout, mais je vais surtout me focaliser sur la fatigue musculaire. Vous aurez les meilleures adaptations comme ça. Mais si vous êtes dans une phase d'entraînement où, généralement, quand on se rapproche de compétitions, de grands événements, où l'aspect qualitatif du geste est toujours valable et très important, eh bien, on va plutôt jouer justement sur des seuils de diminution. On ne va pas aller jusqu'à épuisement
pour ne pas dégrader le mouvement et de garder cet aspect qualitatif. Donc là, c'est à nouveau un choix de l'entraîneur, du préparateur physique, jusqu'où va-t-on, mais d'une manière générale, on va surtout aller jusqu'à l'épuisement quand on a des phases de préparation générale, mais quand on se rapproche de la compétition, on va plutôt s'arrêter à des diminutions de performance tout en gardant cette qualité gestuelle. Alors, le nombre de séries, ben encore une fois, c'est très difficile de donner un avis général pour l'ensemble des disciplines sportives, mais comme je viens de l'évoquer, soit on maintient un niveau qualitatif, et donc on peut faire un travail qu'on appellera de type continu, de la même manière que quand vous faites de l'endurance avec des sportifs, vous pouvez le faire de manière continue, évidemment l'intensité est plus faible, ou bien vous pouvez travailler à une intensité un peu plus élevée, et généralement on le fait par intermittence. On travaille pendant une certaine durée, on prend une récupération, on refait à nouveau un effort, une récupération, et ces intervalles peuvent être courts, longs. Il y a ce genre de méthode qui existe aussi quand on travaille l'endurance générale, l'endurance générale, je dis bien. On travaille plus la puissance de la filière à ce moment-là. On a dû vous en parler précédemment. Et donc, je dirais que là, vous allez aussi décider si c'est un travail plus de type continu ou intermittent. Forcément, dans les sports collectifs, puisqu'il y a beaucoup ici d'entre vous qui fonctionnez dans des sports collectifs, il est évident que l'intermittent va être beaucoup plus utilisé, puisque vous avez des périodes d'effort, de contre-effort, à nouveau un effort. Et donc, je dirais que vous aurez un travail beaucoup plus spécifique si vous travaillez de manière intermittente et a fortiori avec des intermittents courts quand on parle de sport collectif en général. Donc, c'est aussi quelque chose à adapter spécifiquement. Quoi qu'il en soit, quand on fait ce type de travail en termes de récupération, eh bien, le temps de travail pour des intermittents longs, donc c'est-à-dire des intermittents qui dépassent les 2 minutes, eh bien, généralement, on va prendre plus de 2 minutes de récupération, sans aller trop loin, parce que la filière aérobie est mise en jeu, et donc il ne faudrait pas que son niveau d'activité descende trop bas avant de refaire un nouvel effort. Par contre, pour des intermittents courts, généralement, on va utiliser un temps 2 à 3 fois le temps d'effort, mais de toute façon inférieur à 2 minutes. Ça, ce sont en tout cas des données de la littérature scientifique qui essaie de montrer le meilleur rapport entre la qualité de l'effort, l'intensité de l'effort et forcément la fatigabilité qui est engendrée par ce type d'effort. Alors, ce qui est important à mes yeux, en tout cas, c'est que le choix de l'exercice aussi doit être fait en fonction du régime de contraction impliqué. Et notamment, ceci doit vous intéresser parce qu'on a fait des études aussi pour voir quel était le meilleur transfert d'un travail de force-endurance vers les disciplines sportives. Et notamment, on a comparé des efforts classiques. On répète en musculation, on mobilise une charge pendant un certain temps. Et on les a comparés à un travail de pliométrie, de bondissement, si vous voulez. Et on s'est rendu compte que vous pouvez améliorer votre force-endurance de manière beaucoup plus efficace par rapport à des disciplines justement qui ont ce type d'activité si vous utilisez des bondissements comme moyen d'entraînement. Plutôt que d'utiliser des haltères où vous n'avez pas la mise en jeu de ce cycle étirement-raccourcissement, eh bien vous allez avoir de meilleurs résultats à ce niveau-là. Et un exemple que je voulais vous montrer ici, eh bien, on peut très bien avoir des postes tels que ceux-ci, où vous avez différents endroits où vous faites un travail de bondissement, par exemple, l'hiver. Je ne vais pas dire que ce circuit est tout à fait bien adapté à mes propos, mais je voulais simplement, pour ne pas le voir refaire moi-même, vous montrer que l'on pouvait justement faire ce genre de travail intermittent. Vous avez par exemple un exercice ici pendant une dizaine de secondes, on trottine, on refait un exercice avec des bondissements divers, eh bien vous faites un excellent travail de force-endurance. Et l'avantage ici, c'est que vous allez avoir un transfert qui sera meilleur, puisque vous travaillez réellement
je dirais, les exercices dans un cycle allongement, raccourcissement. Hein, donc, vous faites de la pliométrie, qui est de la pliométrie légère. Ça peut se faire avec des jeunes, très certainement. Et vous pouvez varier les exercices et donc rendre, quelque part, cet entraînement extrêmement motivant. Et en plus de ça, on a montré qu'on pouvait améliorer l'économie de course avec ce genre d'exercice. Donc, non seulement vous améliorez la force endurance spécifique des groupes musculaires qui sont mis en jeu, mais aussi vous avez un impact sur votre course. Je vous disais tout à l'heure qu'en faisant de la pliométrie, on avait une amélioration des performances. Eh bien ici, très clairement, pour des sportifs qui doivent courir parfois pendant des dizaines de minutes, eh bien on améliore leur performance, pas en termes de consommation d'oxygène, mais tout simplement en termes de rendement, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'on stocke mieux l'énergie, on la restitue mieux, et donc on est plus efficace quelque part dans ces mouvements, et on peut maintenir l'effort à un même niveau pendant des durées plus importantes. Donc, ce que je voulais ici vous montrer, donc même si on est moins avancé au niveau de la force-endurance, c'est qu'il est plus intéressant de faire un travail parfois sur le terrain, comme celui-ci, que de vouloir en salle de musculation faire de longues répétitions qui ne vont pas spécialement vous permettre d'améliorer cette qualité. Alors, voilà ce que je voulais évoquer sur la force endurance. Ce que je voulais résumer maintenant par rapport à la musculation, aux différents aspects que j'ai discutés ce matin et cet après-midi, c'est que si vous voulez avoir un bon transfert, et je l'ai déjà dit pour certains paramètres au cours de mes exposés, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, vos exercices soient très spécifiques. On peut se permettre, quand on est en phase de préparation générale, de faire des exercices qui sont peu spécifiques à la discipline, des exercices qui vous permettent d'augmenter votre force générale, de pouvoir améliorer des déséquilibres, parce que les disciplines sportives induisent certains déséquilibres entre côté gauche, côté droit, ou même entre muscles agonistes et antagonistes. Donc, dans la période de préparation générale, très souvent, on n'est pas spécifique, mais par la suite, on doit évoluer vers quelque chose qui est de plus en plus spécifique. Et pour moi, les grands paramètres à prendre en compte dans la spécificité, c'est le type de mouvement et la posture que vous adoptez à l'entraînement. C'est pas la même chose, à un moment donné, de faire des squats ou de faire de la presse, même si je vous ai dit tout à l'heure, bon, commençons avec des jeunes, peut-être la presse, parce que c'est moins dangereux pour eux de faire ce genre d'exercice, mais à un moment donné, avec des adultes qui sont déjà bien entraînés, c'est pas le même exercice, c'est pas les mêmes transferts, et donc si vous le faites par exemple debout, avec le problème d'équilibre, vous aurez un meilleur transfert sur des gestes justement qui se font debout sur le terrain. Même chose, travailler à deux jambes ne donne pas le même résultat que travailler à une jambe. On sait qu'il y a des adaptations nerveuses dans, je dirais, la commande et la programmation de mes mouvements, si je travaille à deux jambes ou bien si je travaille sur une seule jambe. Donc tous les sports qui sont cycliques, c'est-à-dire on passe d'une jambe sur l'autre, eh bien dans des phases de préparation plus spécifiques, il faut faire ce genre d'exercice d'une jambe sur l'autre. Donc il y a toute une série de points à tenir compte, votre posture, votre type de mouvement. Ça va influencer forcément les synergies musculaires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. De même, les types de contractions, j'en ai déjà parlé, isométriques, concentriques, excentriques, pliométriques. Il va falloir tenir compte de ces spécificités. Je vous ai déjà dit, par exemple, que pour des sports collectifs, c'était bien de changer les modalités de contraction pour un même exercice. C'est ce que j'avais appelé le Pletnev, là, les changements de modalité de contraction lors des exercices successifs. C'est toujours le même exercice, mais le régime de contraction est différent. Eh bien, ça peut être intéressant pour vos disciplines sportives. Par contre, dans certains sports, il n'y a un type d'action bien précis qui est plutôt de type pliométrique. Quand vous courez, vous faites un 100 mètres, eh bien, c'est davantage ce type d'action que l'on rencontre. Eh bien, il faut tenir compte de ça dans les exercices qu'on va utiliser. Forcément, vous avez compris au travers des différents exposés que la charge et le nombre de répétitions vont avoir un impact. Pour augmenter les gains en force, c'est des charges
plus lourdes avec peu de répétitions. Par contre, pour l'endurance de force, l'endurance musculaire, on va faire un plus grand nombre de répétitions, avec pas toujours moins de charge, puisque je vous ai montré justement tout à l'heure qu'on pouvait aussi faire de l'endurance de force avec des charges plus élevées, mais forcément le nombre de répétitions va être moins conséquent. Et puis la vitesse de mouvement, et je dirais le choix de la charge, soit des charges plus lourdes, des charges plus légères. J'ai insisté très fortement sur le fait qu'il fallait certainement avoir une action rapide, une volonté de faire des contractions les plus rapides possibles. Eh bien, c'est un élément clé aussi pour tout ce qui est la force explosive. Et puis pour la pliométrie, je vous ai parlé longuement aussi de la hauteur de chute, notamment dans les sauts à choisir, et les critères, évidemment, en fonction des besoins de la discipline sportive. Donc, tout ceci est à prendre en compte si vous voulez être efficace. Comme je l'ai dit tout au départ, forcément, vous garderez toujours un petit transfert, même si vous n'êtes pas très spécifique. Mais si vous pouvez être beaucoup plus efficace, vous pouvez réduire certains entraînements au profit d'un aspect plus qualitatif. Et aujourd'hui, je pense que dans l'entraînement moderne, et pour ceux qui s'entraînent quasi tous les jours, le gros problème, c'est gérer la charge de travail. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont en surentraînement quelque part, et qui font du surentraînement. Pourquoi? Parce que l'entraîneur dit « je vais faire ça, je vais encore faire ça, ça je ne sais pas si ça marche, mais je vais quand même le faire pour ne pas me tromper, je vais encore mettre ça, je vais encore lui mettre une dose de ceci ». Et puis finalement, la charge de travail devient importante, et il y a peut-être des choses là-dedans qui ne servent à rien, qu'on peut éliminer, et on a moins de risques de surentraînement. Et donc c'est dans ce concept-là, en tout cas, je voulais parler de spécificité, d'essayer d'être efficace dans ce qu'on fait, en choisissant correctement ces exercices, ces modalités de travail. Et même si on a encore des incertitudes sur certains aspects, je l'avoue très franchement, au moins on est déjà beaucoup plus efficace et on peut espérer avoir de meilleurs résultats. Vous aviez une question? Quelle est l'unité que vous utilisez pour le travail en isométrique? On a une répétition de contraction en excentrique, en concentrique, mais en... Ça, c'est la durée. Donc, en isométrique, c'est la durée. On maintient, comme je disais tout à l'heure, pour augmenter la force, il vaut mieux ne pas dépasser 6 secondes de contraction isométrique. Mais une fois qu'on rentre dans de l'endurance de force et que dans certaines disciplines, vous devez tenir plus que 6 secondes, eh bien, il faut jouer sur cette durée pour correspondre aux besoins de la compétition. Donc là, c'est plus une durée que l'on va utiliser forcément. Alors, j'ai peut-être encore quelques minutes parce que je me demandais si j'aurais le temps de vous parler du renforcement musculaire chez le jeune, mais peut-être que je vais le faire de manière succincte parce que ça reste un problème. Et je suis sûr, et il y en a qui m'ont posé la question d'ailleurs tout à l'heure déjà, peut-on faire de la pliométrie avec des jeunes, etc. Même si j'avais souligné que forcément, on peut en faire à tout âge, mais qu'elle doit être légère avec des jeunes. On fait sauter de 20-30 cm. Quand vous faites un saut à la corde, c'est à peu près la bonne hauteur. Il n'y a pas de danger particulier, sauf si forcément le jeune a déjà un petit traumatisme, mais sinon il n'y a pas de danger particulier. Le danger, c'est quand vous commencez à utiliser des hauteurs de chute de 60-80 cm. Là, il y a un danger qui survient. Alors la musculation est très décriée encore, enfin depuis longtemps, et encore aujourd'hui, certains vont vous évoquer, tiens, si on fait de la musculation trop jeune, ils ne vont pas atteindre une taille importante à l'âge adulte, donc ça va réduire leur possibilité de croissance. Ça va causer des problèmes énormes au point de vue des articulations, etc. Tout ça n'est pas correct, tout ça n'est pas justifié sur certaines bases scientifiques. Parfois, on prend l'exemple de gymnastes. On dit, oui, mais c'est parce qu'ils font des exercices de force que les gymnastes ne grandissent pas. En fait, c'est pas ça. C'est une question d'heures d'entraînement énorme par rapport à l'apport alimentaire qui est insuffisant. Et généralement, quand le nombre d'heures d'entraînement diminue, une alimentation suffisante, eh bien, vous voyez ces jeunes qui grandissent. Donc, il y a des choses qui ont circulé pendant des années, je dis bien, pour dire que c'était négatif de faire de la musculation chez le jeune. Alors, je voudrais quand même, évidemment, voir dans quelles limites on peut le faire, et c'est ça que je voulais faire ici en une dizaine de minutes. Tout d'abord, vous expliquer ou vous rappeler pour certains qu'avec l'âge, avec la croissance, sans entraînement, forcément, la force augmente,
hein, vous le savez bien. Ici, par exemple, la force des fléchisseurs du coude en fonction de l'âge. On a suivi, enfin certains, ici Gerbeau et collaborateurs, ont suivi l'évolution de la force chez des jeunes filles et chez des garçons. Et on voit très clairement une augmentation de cette force avec l'âge, mais aussi une différence très nette à partir de la puberté. À partir de la puberté, je vous rappelle en moyenne 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon, avec des variations d'1 à 2 ans parfois, hein, dans un sens comme dans l'autre, mais on voit très clairement que là, il y a des différences. Avant ça, il n'y a pas de grosse différence entre filles et garçons, souvent en termes de force, où elle est minime. Mais à partir de la puberté, on voit très clairement que les choses changent, et forcément, c'est lié à la production d'hormones, la testostérone, notamment chez le garçon. Mais il y a un peu de production supplémentaire d'hormones aussi chez la fille. D'ailleurs, elle sécrète un peu de testostérone, mais aussi l'hormone de croissance, hein, qui est en quelque sorte qui est sécrétée en plus grande quantité chez la fille que chez le garçon, ce qui fait que ça ne compense pas. On voit très bien la différence, forcément, mais il y a malgré tout, au moment de la puberté, des augmentations de force qui sont présentes chez les jeunes filles également. Alors, cette augmentation de la force, elle est due principalement à la masse musculaire. On va, je dirais, suite à la production hormonale, augmenter la masse musculaire. Et qui dit masse musculaire plus importante dit force musculaire plus élevée. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a d'autres facteurs aussi qui contribuent à l'augmentation de force. Des facteurs nerveux notamment. Je vous parlais tout à l'heure de la commande nerveuse. Eh bien, elle n'est pas optimalisée chez le jeune. Hein, le jeune développe parfois de 70 à 80% seulement de son potentiel musculaire. Donc, ces muscles sont là, peut développer plus de force, mais il ne peut pas y arriver naturellement, volontairement. Et si on le sait, c'est parce qu'il y a des expériences qui utilisent la stimulation électrique qui peuvent vérifier que normalement, le jeune pourrait par exemple développer plus de force que ça. Mais donc, on a des facteurs nerveux, hein, on a une amélioration de cette commande, et aussi une amélioration de la coordination, puisque quand on produit une force, on met une série de muscles en jeu habituellement, et la coordination entre ces différents groupes musculaires intervient. Et celle-là, elle progresse aussi au cours de la croissance et contribue à améliorer le potentiel de force. Et puis aussi, et ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, les structures élastiques de nos muscles et des tendons, eh bien, va aussi changer avec la croissance. Un jeune de 6 ans, par exemple, a des tendons très élastiques. Eh bien, quand vous les testez à 12 ans, puis à 15 ans, puis à 20 ans, vous vous rendez compte que l'élasticité est moins grande. Donc, le tendon est devenu un peu plus raide, entre guillemets. Et si le tendon devient plus raide, il transmet la force plus rapidement. Ah, forcément, si vous avez un élastique souple qui est croché à un muscle, quand le muscle se contracte, l'élastique il va transmettre la force lentement. Par contre, si vous avez un élastique qui est plus raide, qui se laisse moins distendre, il transmet la force plus rapidement vers les segments osseux et donc on peut gagner en force explosive. Donc il y a des choses qui se passent pendant la croissance qui nous permettent d'améliorer notre force explosive sans faire d'entraînement tout simplement. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a encore d'autres facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, il n'y a pas que la masse musculaire, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans l'augmentation de force. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que certains détracteurs de la musculation vous disaient, mais si le jeune n'est pas à maturité, ça ne sert à rien de faire de la musculation parce qu'il ne va pas augmenter sa masse musculaire. Si la production hormonale est insuffisante, ben pourquoi faire de la musculation? Il ne va quand même pas augmenter sa force musculaire. Alors, c'est vrai que quand on teste des jeunes, on leur fait faire un programme de musculation avant la puberté, il n'y a pas véritablement d'hypertrophie musculaire, en tout cas sur des entraînements de quelques mois. Hein, on voit quand même que ceux qui font des exercices de force pendant des années, un peu avant la puberté, ont quand même une petite hypertrophie, mais en tout cas, elle est nettement moindre que si on faisait le même programme d'entraînement avec quelqu'un d'adulte. Hein. Donc, forcément, il y a peu d'hypertrophie. Mais ce qu'on se rend compte quand on fait de la musculation chez des jeunes avant la puberté, on augmente la commande nerveuse, c'est-à-dire qu'ils commencent à pouvoir utiliser plus fortement leur potentiel musculaire. Donc le fait de faire des contractions et
j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire prendre des charges maximales. Je fais une contraction maximale comme ceci en isométrique. Je suis en train d'améliorer ma commande nerveuse. Chez moi, ça ne va plus avoir trop d'effet, bien qu'avec l'âge, à nouveau, je suis moins capable de développer la force de mes muscles. Mais chez un jeune, le simple fait de faire ça régulièrement va faire que la commande nerveuse va s'améliorer et il va pouvoir utiliser une plus grande partie de sa masse musculaire. Donc c'est intéressant. Et ici, je n'ai pris aucun risque, je n'ai pas pris de charge, je fais simplement des contractions de ce type. Je vais améliorer la coordination par l'entraînement et donc l'efficacité de mes gestes qui, évidemment, va me permettre d'améliorer mes performances. Et puis on constate aussi que même avant la puberté, si vous faites de l'entraînement et notamment des exercices de saut, mais encore une fois à des hauteurs raisonnables, eh bien vous allez pouvoir améliorer cette capacité de stockage, restitution des éléments élastiques. Et puis, il y a aussi ce nom pompeux qui est couplage, excitation, contraction. C'est que, tout simplement, quand l'influx nerveux est envoyé vers le muscle, il y a du calcium qui doit être libéré depuis des réservoirs pour pouvoir produire la contraction musculaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que chez les jeunes, il n'y a pas assez de calcium qui est libéré lors de chaque impulsion. Et donc, on n'utilise pas non plus la totalité de la masse musculaire, si vous voulez. Et donc, l'entraînement semble pouvoir améliorer ce genre de choses. Donc, je voulais simplement vous montrer que les détracteurs de la musculation, il y a quelques années, qui disaient « ça ne sert à rien de faire la musculation parce qu'il n'y a pas d'hypertrophie musculaire », d'accord, c'est vrai, mais il y a d'autres améliorations qui permettent d'augmenter les performances. Alors, maintenant, je démonte en quelque sorte le fait que ça ne sert à rien. Maintenant, y a-t-il des dangers? Alors, oui, il y a des dangers, et notamment des fractures et des glissements au niveau des zones épiphysaires des os. Vous savez très bien que quand un os grandit, il y a des zones au niveau des extrémités qui permettent justement à l'os de s'allonger. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes en cas de fracture, si il y a des contractions inconsidérées, mais souvent, ça ne se passe pas pendant la musculation. Ce sont des choses qui apparaissent. Quelqu'un chute d'une certaine hauteur sans s'en rendre compte, se réceptionne, et il a des fractures osseuses à ce niveau-là. Mais en tout cas, tant qu'on reste raisonnable et avec des méthodes classiques, on n'a pas ce genre de désagrément. Il y a parfois des décollements des zones apophysaires, et notamment un classique, et si vous entraînez des jeunes, vous devez être certainement sensible à ça, qui se plaignent au niveau du tibia, l'insertion du tendon rotulien. Souvent, justement, quand on est jeune, on fait beaucoup de sauts, eh bien, on a des décollements de cette zone d'insertion du tendon sur l'os. C'est ce qu'on appelle la maladie de Schlatter. Et c'est vrai que là, quand on fait des contractions très intenses et très explosives et des impacts importants, on peut aggraver ce genre de choses. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il y a beaucoup de disciplines sportives qui induisent ce genre de problème sans que les jeunes aient fait de la musculation. Donc, on incrimine la musculation, mais quelque part, les disciplines sportives sont aussi traumatisantes. On a démontré des fractures des arcs vertébraux qui peuvent conduire à des glissements de vertèbres, qu'on appelle spondylolyse ou spondylolisthésie, si vraiment il y a un glissement qui est tout à fait présent et perpétuel. Oui, mais en gymnastique, dans des sports comme la danse, etc., où il y a beaucoup de sauts et de réceptions, eh bien, il y a aussi ce genre de problèmes qui apparaissent. Des atteintes des disques intervertébraux, des surfaces articulaires, là aussi, encore une fois, ça existe, mais je dirais que les disciplines sportives en elles-mêmes, eh bien, sont souvent plus traumatisantes que la musculation. Et je me suis amusé il y a quelques années justement de faire une revue de la littérature sur la fréquence des accidents par personne par an pour différents sports, et je les ai repris ici. Et quand on parle du power training, on a à peu près 5-11% d'accidents qui se passent au cours de ce genre de séance. Bien sûr, il y a différents types d'accidents. Donc, c'est difficile de pouvoir différencier parce que les articles ne le précisent pas toujours. Mais simplement, si on regarde justement ces fréquences, on voit que dans des sports qui sont plus des sports collectifs ici, bien, ça s'étend d'une douzaine de pourcents jusqu'à quasi 35%.
mais les disciplines sportives qui sont les plus traumatisantes, c'est par exemple de la danse chez les filles, de la gymnastique, 81%. Donc presque chaque petite gymnaste a quasiment un accident par an en faisant sa discipline. Athlétisme, 25-35%. Donc objectivement, quand on voit ce genre de chiffres, on ne peut pas dire que le fait de faire du renforcement musculaire soit plus traumatisant que d'autres disciplines sportives. Donc, il faut ramener les choses, je dirais, à leur juste milieu. Et donc, je dirais que sur cette base, je pense qu'on peut recommander à faire de la pratique de musculation. Même moi, je préfère le terme de renforcement musculaire, bien souvent, chez les jeunes. Et forcément, il faut prendre un certain nombre d'éléments de prudence, si vous voulez. Je pense que la première chose, c'est de vérifier qu'il y a une absence de contre-indication médicale. Ça va de soi. Hein. Parfois, il y a des jeunes qui ont des malformations et si vous faites de la musculation à ce niveau-là, ça peut être dangereux. Forcément, aussi, la logique veut qu'on apprenne d'abord les gestes avec des charges légères. La technique est importante. Je pense que chez le jeune, ce qu'il faut faire, c'est les éduquer au mouvement. Il faut que le mouvement soit correct. Ils ont une capacité d'adaptation à des nouveaux mouvements extrêmement grandes et donc il faut en profiter, non seulement dans la discipline sportive, mais je dirais dans les gestes d'entraînement qu'ils vont rencontrer dans l'avenir. Donc faisons une éducation sur la gestuelle. Beaucoup d'accidents, et je suis sûr que vous aussi, vous ramassez un bac de bière de travers dans votre coffre, vous faites mal au dos, si vous étiez bien positionné, vous n'auriez jamais eu ce problème-là. C'est parce qu'on est mal placé qu'on se blesse souvent. Donc, positionnons-nous correctement. L'utilisation du poids du corps avant des charges additionnelles. On peut, avec un peu d'idées, faire beaucoup d'exercices dont le poids du corps peut être suffisant. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure des pompages. Il y a combien de jeunes qui font plus de 10-15 répétitions en pompage aujourd'hui? Moi, j'en connais plus beaucoup. Avant, il y en avait, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Mais rien que ça, c'est déjà un travail de renforcement musculaire. Il ne faut pas aller chercher des haltères, je dirais, et des charges en plus. Forcément, il faut des mesures de sécurité et de protection. Important aussi, travailler l'ensemble des groupes musculaires. Donc, forcément, quand on travaille des agonistes, on travaille les antagonistes. Travailler cet équilibre, je pense que ça va de soi. Un point que j'ai mis en rouge parce que les problèmes que l'on rencontre chez les jeunes et même chez les plus âgés, à un moment donné, c'est quand on fait toujours les mêmes exercices, les contraintes sont toujours focalisées aux mêmes endroits, des points d'insertion, au niveau des articulations, etc. Je pense qu'il faut varier les exercices pour que ces contraintes changent d'un mouvement à l'autre. Et aussi, les exercices pluriarticulaires sont moins contraignants. Si vous faites un mouvement d'extension du genou, comme ceci, la contrainte est clairement sur le tendon rotulien et clairement sur le point d'insertion et vous risquez une maladie d'Osgood-Schlatter, comme je le disais tout à l'heure. Si vous faites au contraire des mouvements qui font appel à l'ensemble des membres inférieurs, comme un travail à la presse, forcément, il y a toute une série de groupes musculaires qui sont mis en jeu et qui prennent une partie de la force. Et donc, vous n'avez pas focalisé, je dirais, une contraction intense sur un endroit donné. Donc, favoriser des exercices pluriarticulaires, bien exécutés, forcément, par un apprentissage préalable. Donc, le risque est encore nettement moindre dans ces conditions-là. Et puis, quelque chose aussi dont on ne tient pas souvent en compte, et malheureusement, nos disciplines et nos fédérations sont un peu responsables, et je dirais que c'est peut-être pas simple non plus de faire autrement à leur décharge, c'est qu'au moment de la puberté, on met ensemble des jeunes qui ont une maturation extrêmement différente. Il y en a qui sont encore petits, il y en a d'autres qui ont déjà ma taille, qui sont déjà plus développés. En compétition, c'est injuste, on le sait bien, mais c'est difficile de le faire différemment, de les classifier différemment. Mais pourquoi l'entraînement ils font tous la même chose. Ils sont dans la catégorie pupille, benjamin, minime, et ils font tous la même chose, alors qu'il y a parfois des différences de maturation de 2-3 ans, par exemple. Et donc, il faudrait pouvoir, mais je suis conscient de la difficulté, et dans les sports collectifs, il y a aussi l'aspect tactique qui joue, et donc forcément, il faut qu'ils jouent ensemble, mais est-ce que sur des aspects physiques, doivent-ils faire exactement la même chose? Ne peut-on pas mieux adapter
justement les exercices par rapport à leur niveau de développement à ce moment-là. Voilà, c'est une question que je lance, mais peut-être qu'il faudrait quand même y réfléchir à un moment donné. Et puis forcément, il vaut mieux s'arrêter en cas de douleur persistante, parce que c'est quand le jeune se plaint une fois, on peut se dire on va attendre l'entraînement suivant. S'il commence à se plaindre régulièrement des mêmes douleurs, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Et il vaut mieux s'arrêter à un moment donné, c'est que ça couvre quelque chose de plus important. Voilà quelques éléments que je voulais faire. J'avais encore d'autres choses, mais je préfère peut-être laisser la parole à mon collaborateur parce qu'ici, je vais encore devoir passer quelques minutes, mais je vais dire que simplement, avec mes recommandations générales, si vous êtes prudent dans les charges que vous utilisez, eh bien, il n'y aura aucun souci de faire de la musculation avant la puberté. C'est une préparation à ce moment-là. Hein, il ne faut pas viser les charges extrêmement lourdes. Il faut favoriser des exercices qui sont non dangereux, par exemple en utilisant des machines pour certains groupes musculaires, bien travailler le gainage, bien travailler l'équilibre et la proprioception, donc sur des exercices instables où justement on n'est pas obligé de prendre des charges très élevées, mais où on améliore le potentiel malgré tout du jeune, en tout cas de pouvoir utiliser son potentiel maximal. Donc voilà ce que je voulais évoquer par rapport au renforcement musculaire. Si vous avez une question ou l'autre, je suis prêt à y répondre. Si ce n'est pas le cas, je vais passer la parole à M. Cédric Laurent, qui va lui vous montrer comment on peut justement assurer un suivi du développement musculaire chez les sportifs. Je vous disais tout à l'heure que c'était important non seulement d'entraîner, mais il est très important aussi à un moment donné de pouvoir vérifier si ce qu'on a fait est correct. Et donc à partir de ce moment-là, il y a tout le testing qui doit suivre, et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du CAPS dans les différents domaines de la physiologie, de la biomécanique, d'essayer d'optimaliser l'ensemble des programmes d'entraînement des meilleurs athlètes du côté francophone. Voilà,